Marielle Etienne. Présente. Jean-François Girard. Présent. Patrick Collin. Présent. Nicolas Boisseau. Présent. Sandrine Ness. Présente. Jean-Claude Pénicaud, on a son pouvoir ici. Marie-Pierre Évrard. Présente. Emmanuel Dupuis. Présent. Cyril Lecam. Il est peut-être absent, lui, par contre, Cyril. Colette Lopez, on a été l'arrivée. Bernard Fichy. Présent. Pascal Dabretot n'est pas là. Samy Veillard n'est pas là. Marie-Thérèse Tahiri. Présente. Voilà. Alors, juste avant de commencer, de te donner la parole, Marielle, pour exprimer le résumé de ce qu'on s'est dit la dernière fois lors de notre dernier conseil municipal, juste une information, et c'est importé, c'est une information, puisque ce n'est pas une délibération. Maintenant, le quorum sera à 14, puisque j'ai reçu la démission de Pascal Dabretot pour des raisons personnelles, ce qui fait que maintenant, le quorum sera pour la fonction maire à 14. Marielle, je vais nommer comme secrétaire Marie-Thérèse. Non, mais pas Marie-Thérèse, c'est juste que je te voyais avec un téléphone, je me suis dit, tiens, je vais la mettre en panique. Non, pas du tout. C'est Patrick, tu veux? Patrick Collin. Et Marielle, je vais te laisser nous lire le compte rendu du dernier de nos conseils municipaux. Donc, le conseil municipal du 30 avril 2021, la lecture va être rapide puisqu'en fait il y avait une délibération donc, qui était le retrait de la délibération 2021 du 03-15 5 mars 2021 relative à l'acquisition d'un bien par voie de préemption sur la parcelle cadastrée. Donc monsieur le maire a proposé à l'Assemblée de retirer cette délibération décidant l'acquisition d'un bien par voie de préemption sur la parcelle donc AH 1634 et le conseil municipal a donc décidé d'accepter cette décision. Voilà. Bien, merci Marielle. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce compte rendu? S'abstient? Merci, et donc adopté. On va passer à une décision modificative qui est la décision modificative numéro 1 du budget communal. Alors vous allez voir que c'est vraiment une anomalie qu'on a trouvée dans notre budget primitif, puisque les opérations de cession doivent être inscrites, comme il est indiqué sur vos bureaux pour ceux qui l'ont, au stade de la prévision au chapitre 24. Ce sont des recettes d'investissement, car le compte 775, c'est-à-dire les recettes de fonctionnement, sont exclusivement forment un compte d'exécution. Et donc, on a au virement de la section d'investissement au 023 des dépenses de 34 000 €. Il faut que tu ajoutes la délibération en ordre du jour. Ah oui, il y a une autre décision. C'est celle de la convention. Excusez-moi, c'était dans le compte rendu. La demande d'autorisation de rajouter la délibération numéro 55. Ah exact, excusez-moi, je l'avais au stylo. Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à ce qu'on fasse une autre délibération qui sera notée et inscrite dans les livres au numéro 55 pour une autorisation d'occupation précaire de l'ensemble immobilier situé aux 8 routes de la Liberté. Voilà. Donc, quelqu'un s'y oppose? Quelqu'un s'abstient? Eh bien, on en parlera tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, je reviens sur ce que je disais. Pour la décision modificative, là on est sur la 47. Donc, section au fonctionnement, dans les dépenses, on a au 023, on enlève 34 000. On les enlève aussi au 775 des recettes. Pour arriver ensuite à l'investissement, au 021, enlever 34 000 €, au 024 en recettes, à ajouter 34 000 €, tout ça, vous le voyez, pour un équilibre à zéro, ça ne change rien, mais simplement un jeu d'écriture. Est-ce que quelqu'un s'abstient pour cette modification inscrite au tableau? Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Est-ce que quelqu'un a des questions? C'est tout dans les ordres. Eh bien, c'est adopté. Autre sujet, la perception et la tarification de la taxe de séjour applicable à compter du 1er janvier 2022. Vous savez qu'on doit délibérer, et la délibération va définir toutes les modalités et les tarifs de la taxe de séjour sur notre commune, et elle annulera évidemment toutes les délibérations antérieures à compter du 1er janvier 2022. Donc là, on est en train de parler d'une modification pour le 1er janvier 2022.
La taxe de séjour est perçue au réel par toutes les natures d'hébergement, à titre onéreux, et ce, applicable aux établissements suivants, c'est-à-dire que les palaces, pour l'instant on n'en a pas, les hôtels de tourisme, les résidences de tourisme, les meublés de tourisme, les chambres d'hôtes, les villages de vacances, les terrains de camping, les emplacements dans les aires de camping-car et les parcs de stationnement touristique, et puis les ports de plaisance. Il faut savoir, même un port de plaisance, en principe, on est censé aller chercher la taxe de séjour. Il faut aller chercher la taxe de séjour. Et la taxe de séjour est perçue, comme on vous l'indique, auprès des personnes qui sont hébergées à titre onéreux sur la commune et qui n'ont pas domicilié ou qui ne sont pas domiciliées et qui ne possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation. Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle, évidemment, et à l'article 3, la taxe de séjour est perçue toute l'année. Et donc, vous allez comprendre qu'on parle de ce sujet aujourd'hui, comme je vous l'avais indiqué au bureau municipal, parce que on s'aligne sur les taux de l'aiguillon, même si on ne se marie pas encore avec l'aiguillon, c'est un peu le paradoxe, c'est qu'il faut quand même que, avant d'imaginer se marier, il faut qu'on ait des taux qui soient à peu près les mêmes. On a regardé nos taux, il n'y a pas de grosse sensibilité, mais par contre, autant faire se peut, c'est d'avoir déjà en amont des taux qui soient cohérents, qui correspondent à ce dont on a besoin, ce que l'on veut, et surtout aussi avoir des taux qui se ressemblent de chaque côté du reculé. Et donc, je vais vous lire le tableau, vous allez voir que ça change réellement qu'à un seul chapitre, qui est celui qui concerne tous les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau de l'article 5. C'est le tableau que vous avez là, pour ceux qui l'ont sous les yeux. Et je vais vous le commenter. Et donc, dans ce tarif, le tarif applicable par personne et par nuitée pour la commune de La Faute-sur-Mer, hors taxe additionnelle du département, il faut savoir que dans la taxe de séjour, il y a la partie communale et il y a une taxe additionnelle du département de 10% du montant de notre taux annuel. D'accord ? Et donc, l'idée était de pouvoir s'aligner, y compris avec la taxe additionnelle du département, sur le taux applicable à l'Églon, qui était de 5%. Donc, je vous lis pour les palaces, mais pour le moment nous n'en avons pas, ça ferait un tarif par personne et par nuitée à compter du 1er janvier 2022 à 4,10 € par nuitée. Pour l'hôtel de tourisme 5 étoiles, 3 €. Pour un hôtel de tourisme 4 étoiles, résidence de tourisme 4 étoiles, les meublés de tourisme 4 étoiles, 2,30 €. Pour les hôtels de tourisme 3 étoiles et tout ce que j'ai décliné avant en 3 étoiles, 1,50 €. Pour des hôtels de tourisme 2 étoiles, 0,90 €. Pour 90 centimes. Pour l'hôtel de tourisme 1 étoile, 80 centimes. Pour un terrain de camping et des terrains de caravane classés 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, 0,60 €, donc 60 centimes. C'est valable aussi pour les emplacements dans des aires de camping-car et des parcs de stationnement touristique par tranche de 24 heures. Et puis, pour les terrains de camping et terrains de caravane classés de 1 à 2 étoiles, c'est 20 centimes. Et comme je vous le disais tout à l'heure, tous les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l'exception des hébergements de plein air, on passerait à 5% le taux avec taxe additionnelle incluse. Voilà. Il y a peut-être une petite erreur dans l'avant-dernière, après 0,20 là. Ouais, excuse-moi, la corriger, c'est-à-dire que le 0,02, il faut que tu le barres Oui. pour arriver à 0,20 et pas 0,22. D'accord. C'est 0,18, 0,02, 0,20. Voilà, c'est ça. C'est en fait le 0,20 que tu as à la deuxième colonne. Il faut le changer par un 0,18. Après, tu as 0,02 et à la fin, tu as 20 centimes. Bon, je rappelle que sont exonérées de la taxe de séjour les personnes mineures, les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune, les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence et d'un relogement temporaire, et les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant de 10 € par nuit, quel que soit le nombre d'occupants. Lorsqu'un hébergeur ne déclare pas la taxe de séjour, c'est la commune qui pourra émettre un avis de taxation d'office, motivé évidemment,
La collectivité procédera également à un contrôle de déclaration des hébergeurs sur les supports numériques ou autres. On a, je vous le signale aujourd'hui, à peu près 20 000 € qui ne sont pas perçus dans la commune. Hein, c'est une estimation par rapport à l'assiette et aux bases que nous avons. On sait qu'on a un souci aujourd'hui de perception de cette taxe. Et donc, on va y remédier de telle façon à ce que quelqu'un soit dans la commune là pour faire en sorte que l'équité soit respectée. Et qu'on puisse récupérer ce qui est dû à la collectivité. Et je vous rappelle que cette délibération ne prendra effet qu'à partir du 1er avril 2022. 1er janvier 2022. Il y a une coquille dans le texte, effectivement. Tout à l'heure, j'ai dit 1er janvier, c'est 1er janvier. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Un jeu 4. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur la taxe de séjour? Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette délibération? À ce taux? Non? Quelqu'un s'abstient non plus, donc elle est adoptée. Je vous remercie d'ailleurs, ça a simplifié beaucoup de choses. Patrick, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous parler de la délibération prochaine qui intéresse le vote des subventions aux associations pour 2021? Oui, donc suite aux demandes que nous avons reçues des différentes associations sportives et autres de l'Aiguillon et de la Faute-sur-Mer, nous nous sommes rassemblés en commission, nous avons décidé des montants que je vais vous donner par association. Donc l'amicale des boulistes, la boule en bois, aura une subvention de 100 €, les plaisanciers de l'Aiguillon 150 €, l'Alpha 0 €, parce qu'il réclamait 1 €, l'association sportive du Golfe de la Presqu'île 100 €, Atlantique Slider et Walkers 100 €, la Club Fauté Gymnastique Volontaire 100 €, la CNAF Club Nautique 100 €, le Cocardi 200 €, les clubs des retraités de l'Aiguillon-sur-Mer, la Faute 100 €, l'Entente Fautaise 100 €, la Maison de Jeunes et Culture de l'Aiguillon 1500 €, le Ninja Pool Billard 100 €, la pétanque aiguillonnaise 100 €, la pétanque fautaise 100 €, le syndicat de chasse 0 €, tennis club Côte de Lumière 100 €, le triathlon 1000 €, l'Union sportive Saint-Michel-Trièze, donc le foot 300 €, Vents et marées 100 €, volley... 1000 €, excusez-moi, oh oui, 1000 €, le volley Aiguillon Club 40 €, le week-end roller 250 €, yoga santé relaxation 100 €, Presqu'île Rider 200 €, ADMR estuaire du Lait 100 €, les marins du secteur de l'Aiguillon-sur-Mer 100 €, l'ensemble vocal Océane 100 €, l'écho du Pertuis 100 €, les amis de l'école de la Faute 100 €, les chats libres de l'Aiguillon-sur-Mer 0 €, l'AMRL 100 €, l'Union des anciens combattants 100 €, le comité des fêtes de la Faute-sur-Mer 450 €, les pompiers 100 €, la Société nationale des sauveteurs en mer 100 €, la Banque alimentaire de Vendée 100 €, la Croix-Rouge française 100 € et les Restaurants du Cœur 100 €. Est-ce que certains ont des questions sur les montants annoncés ou veulent des explications? Donc là, on a essayé de s'aligner un petit peu aussi sur l'Aiguillon qui donne à peu près équivalent en dehors de certaines associations où ils donnent plus parce qu'ils sont plus rattachés à chez eux que nous et inversement. Ok? Question? Le total des subventions est de 7 490 € en tout, qui est équivalent à ce montant de l'année dernière. Ok. Des questions? Juste pour avoir l'idée par rapport à cette somme globale de 7 490, combien on consacrait à ce poste l'année dernière? Je dis équivalent. L'équivalent? Oui. D'accord. On n'a pas baissé. On n'a pas baissé dans les allocations. Juste question, est-ce qu'on a autant de
dossiers qui ont été déposés? Oui, autant. Même plus, parce qu'il y a des dossiers. Presqu'île Rider, par exemple, n'avait pas déposé de dossier avant. Les marins du secteur non plus, partout où c'est blanc. Et CNSL non plus, elle n'avait pas de... Non, les amis de l'école de la faute n'y avaient pas. D'accord. Et puis on peut dire aussi que c'est des faits aussi en fonction de ce que des gens en trésorerie, des gens qui avaient beaucoup de trésorerie, on n'a pas forcément donné ce qu'ils avaient demandé. Et ceux qui avaient peu de trésorerie, on les a plus Alors ça c'est important. Parce que ça, C'est super important. C'est-à-dire que sans explication, ça peut paraître... Ouais, parce qu'on peut dire pourquoi tout le monde a 100 €, mais c'est généralement des gens qui avaient beaucoup de trésorerie en fait. Donc vous aviez les bilans... Ouais. Ok. On passe au vote? Ou il y a d'autres questions? Moi, je vais m'abstenir à la mesure où je suis concernée par le comité des fêtes. Ah oui, tous ceux qui sont concernés... Est-ce que je suis concerné? Est-ce qu'il y en a qui sont au comité des fêtes? Oui. Administrateur? Vous êtes administrateur? Oui. Oui, administrateur. Donc, faut Membre, que ça tu recules ta chaise. Administrateur. Un autre? Administrateur d'une des associations. Après, membre, bien sûr que non, parce que sinon vous allez tous partir. On est au moins tous membres d'une association. C'est la fraude de la vitalité de Oui, l'association. c'est fort que toi pour voter. Je suis pas administrateur. Ok. Donc ça fait 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Marie-Thérèse? Jean-François, tu t'es retiré sur quelle Bernard, association? Et Bernard? 3. Pas administrateur. 3. Non, pas Bernard, administrateur. t'es administrateur. Donc 3. Aucun. 3, donc ça veut dire hop, 12, 23. 9. 9. Super. Ok. Qui est pour? Aujourd'hui, je vais être certain que tout le monde suit bien. Voilà, c'est bon, c'est adopté. D'accord. Marielle, c'est... Non, c'est moi. Ça, c'est toi. C'est moi. L'évolution, oui, pour la demande de subvention pour l'espace de coworking. Vous savez que l'évolution rapide du recours au télétravail, consécutivement à la crise sanitaire du Covid-19, nous montre qu'il y a un vrai besoin d'espaces de travaux et de travail plugués dans des espaces qui peuvent être en dehors des maisons de chacun, puisque c'est compliqué des fois de travailler chez soi quand on arrive soit en vacances, soit quand on travaille déjà chez soi et qu'on a besoin d'un petit peu de tranquillité. Et un peu partout, on voit des espaces de coworking. Alors qu'est-ce que c'est le coworking? Ce sont des espaces, des emprises foncières, on va dire, sur lesquelles il y a un bâtiment. Sur ce bâtiment, ou dans ce bâtiment, il y a des endroits, des petites cellules ou des plus grandes cellules, qui sont des lieux de travail où on peut se brancher, se connecter, poser un ordinateur, se poser à un bureau, alors que ce n'est pas son bureau. Mais on met à disposition justement ces espaces qui sont souvent gérés ou co-gérés, soit par la collectivité, soit par des établissements, enfin des acteurs privés. Et donc, il y a des actifs salariés ou des entrepreneurs qui sont installés sur nos communes aujourd'hui, qui recherchent un lieu comme ça, en dehors des domiciles familiaux, et qui peuvent leur permettre de pérenniser un mode de travail qu'ils ont expérimenté déjà dans les grandes villes ou dans d'autres villes pendant la pandémie. Et en période estivale, on voit bien que ça nous a été très demandé. La mise à disposition des espaces de travail partagés est évidemment un véritable enjeu. Et la commune de La Faute, qui est propriétaire d'un établissement qui peut recevoir du public de type L, c'est l'ancienne bibliothèque qui fait 75 mètres carrés, qui est située au-dessus de la poste de l'office de tourisme, nous paraît un lieu suffisamment lumineux, suffisamment central, pour pouvoir être aménagé à l'aide de cloisons et de mobilier afin d'accueillir une quinzaine d'unités de travail, à peu près. Le coût estimatif pour les 3 premières années est de 80 000 € hors taxe pour la phase de travaux et 30 000 € hors taxe pour le fonctionnement. Alors ça, c'est pour le tout. Compte tenu de la nécessité d'animer et d'organiser la vie de cet espace, il sera mis en place un partenariat avec Sud Vendée Littoral Tourisme, gestionnaire de l'office de tourisme, en complément du personnel d'accueil de la mairie. Et l'office de tourisme assurera une prestation d'animation du site afin que les usagers bénéficient d'un interlocuteur toute l'année pour qu'on puisse justement animer l'espace. Une aide régionale peut être octroyée pour les travaux d'investissement ainsi que pour toutes les dépenses de fonctionnement en fonction évidemment de leur éligibilité dans le cadre du Fonds régional de soutien au développement des
région, en fait, c'est des plafonds à 75 000 € sur les 3 ans pour la partie fonctionnement et à 50% du coût des investissements. D'accord. Pour l'État, c'est pareil, c'est plafonné. Ok. Donc en fait, ce qui vous est demandé, c'est de m'autoriser à mettre en œuvre un espace de coworking sur la commune qui augmentera le service à la population, puisque là on est en plein dans le cadre du service à la population, hein, pour le peu, et qui augmentera aussi l'attractivité de la commune, en tous les cas du territoire, qui pourra, lorsque les gens viennent, donner accès à un espace de travail, comme si on était à Paris en train de répondre à son comité de direction ou à son patron ou à son client. Et donc, on vous demande aussi de m'autoriser à déposer la demande de subvention auprès des financeurs, c'est-à-dire l'État et la région pour financer ce projet, et de m'autoriser à conventionner avec l'ASPL Sud Vendée Littoral Tourisme, c'est-à-dire avec moi-même, pour l'animation du lieu. Enfin, moi-même et les équipes, évidemment, de Sud Vendée Littoral Tourisme. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'ajoute aussi que, après étude, hein, on a vu avec l'Office de tourisme que quand on crée un espace de coworking, la première des difficultés, c'est qu'il devient trop petit, trop vite. Toujours. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement utilisés. On a vu déjà en parlant rien qu'avec l'architecte d'intérieur que il y avait déjà de la demande, c'est-à-dire qu'elle-même avait de la demande, avant même de commencer. Donc voilà, Marie-Thérèse. Oui, au niveau gestion, enfin, ça va générer un emploi à temps complet pour, je suppose, dans les heures d'ouverture, ce sera comment ça fonctionne, la journée, le soir, les gens sont dans des... C'est pas sur une réservation, j'image, mais tu sais, tu as des salles de sport dans les grandes villes, où en fait, tu n'as personne. Tu as simplement le matériel, et puis tu as une carte, et tu viens, tu plugues ta carte, et tu rentres, et tu sais que tu as accès, parce que tu as prépayé, ou c'est un accord avec la collectivité, mais en tous les cas, tu as un accès qui te permet de rentrer sur le site, et puis de faire ce que tu as à faire, et d'en sortir à toute heure. Parce qu'on ne pourra pas, les gens qui travaillent dans des espaces de coworking doivent pouvoir travailler en dehors aussi des heures de nos prestations d'assistance. Alors, on pourra toujours avoir le personnel de l'office de tourisme qui, de jour, sera là pour indiquer, orienter, vendre, et même l'office de tourisme tout seul pourra le faire lui dans le cadre de ses prestations. Mais pour autant, il faut absolument qu'on ait un système de badge ou de code qui permette à chacun de pouvoir travailler aux heures où il a envie de travailler. Et les gens qui fréquenteront ça, ils auront des contrats avec la commune, enfin une communauté de communes, avec comment on loue cet espace. Oui, c'est un espace loué, en fait. C'est un espace loué. Un espace loué, alors il ne faut pas qu'il soit loué trop cher, hein, mais il faut que ce soit vraiment accessible, parce qu'on n'oublie pas qu'on a aussi, on aura des étudiants, mais il faut qu'on puisse vraiment permettre le travail à la Faute-sur-Mer. Et on voit bien que de plus en plus, on est, je crois, à 65% maintenant en France de télétravail. Donc ça veut dire qu'il y a 65% des gens qui ne vont pas tous retourner à 100% du temps de travail dans les entreprises. On le sait, c'est-à-dire que toutes les entreprises savent aujourd'hui et ont une vraie réflexion en se disant, voilà, il y a eu la période de Covid, il y a eu à s'adapter, et on voit bien que s'adapter génère des tas de problèmes, mais génère aussi des tas d'avantages pour tout le monde. Donc il va falloir trouver le subtil équilibre, mais je pense que le subtil équilibre de l'atterrissage post-Covid au niveau du travail, ça ne va pas être de retourner à 100% du temps de travail dans les entreprises. Ça, j'en suis absolument certain. Ce qui fait d'ailleurs peur aux grandes villes et aux propriétaires de grands espaces de bureaux qui sont en train de se dire, et d'ailleurs ils ont tous peur, parce que si le loyer de l'immobilier se casse la figure, c'est jamais bon signe pour l'ensemble de l'économie française. Et en tous les cas, le loyer de l'immobilier de bureau va véritablement avoir regardez, je ne suis pas devin, mais je pense qu'il y aura un souci à ce niveau-là et qui va entraîner un autre souci plus général de l'économie. Voilà, donc je vous demande, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ça veut dire que l'espace-là ne pourra plus être utilisé par les associations ou établissements? Non. Non, ça c'est clair qu'une fois qu'on utilise un espace et qu'on le met à disposition d'une exploitation, ça devient plus compliqué que d'en faire une salle municipale. C'est pas la même gestion. Quel sera le retour à la commune au niveau des locations? Si c'est la communauté de communes qui
gère, mais pour comment C'est un loyer. un loyer Ça sera un loyer. qui sera payé par le subventionné littoral. Oui, mais ça, le modus operandi aujourd'hui financier, on peut l'inventer nous-mêmes. On n'est pas obligé que ce soit sur le littoral. Nous, on a mis ça pour dire voilà quelle est la possibilité la plus classique qui se passe généralement dans tous les espaces de coworking municipaux, hein, comment ils sont gérés au niveau de l'enjeu communautaire. Mais on peut très bien dessiner autre chose. Ça, c'est à nous ici, c'est au conseil municipal qui reviendra d'arbitrer sur ce sujet. Les Ça gens demande viennent, les gens viennent délibération. avec leur tablette, leur truc comme ça, ou il y a du matériel style ordinateur. Non, il n'y a pas de Non. matériel. Non, un espace de coworking, c'est vraiment un espace mobilier et une organisation des flux. C'est-à-dire que, alors des flux de passage, de son, parce que il faut à la fois avoir un petit espace de réunion possible ou de vidéoconférence, mais qui va pouvoir potentiellement gêner quelqu'un d'autre. Donc il faut vraiment gérer justement les espaces dans un espace contraint. C'est ça la difficulté. Et puis, le seul équipement qui coûte un peu plus cher, ce sont certains laissent effectivement dans des box où il y a des codes, leur ordinateur ou leur papier. C'est-à-dire que tout le monde ne revient pas forcément avec tout sous le bras à chaque fois. Alors les gens ne laissent pas souvent les ordinateurs, mais souvent des données, des papiers des papiers, voilà, beaucoup de papiers qui restent souvent sur place. Dans une sorte d'armoire bossée, voilà. Ces systèmes comme ça existent dans la périphérie des grandes gares parisiennes depuis déjà une vingtaine d'années, c'est-à-dire bien avant le numérique public, si je peux dire, et où effectivement on louait une pièce nue avec un bureau à cette époque-là. À l'époque, on appelait ça les centres d'affaires. Exactement. Mais là, on a une dimension beaucoup plus. Le centre d'affaires, c'était la société qui n'avait pas encore vraiment les moyens, ou le libéral qui n'avait pas encore sa structure et son bâtiment ou son exploitation, et qui disait voilà, je parais, je fais en sorte de pouvoir recevoir. Et là, on est dans une dimension différente, c'est vraiment, on est dans la dimension travail. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la dimension, j'ai besoin soit d'être en dehors de chez moi pour travailler, ou j'ai besoin d'être connecté et hyper connecté. Et comme on a la fibre qui va passer là, voilà, c'est là-dessus qu'on travaille, quoi. Et l'idée, c'est que ce soit opérationnel pour l'année prochaine ou pour cette année? Alors, ça sera opérationnel quand on nous donnera le go sur les subventions. Oui, c'est vrai. Ici, ça marche que comme ça. Bon, ça me va. Voilà. Si on amène du service en plus, c'est parce que s'il y a un subtil équilibre entre les rentrées, le remboursement de la partie subventionnée, enfin de la partie emprunt ou capitaux propres, et que ça ne vient pas impacter le contribuable. Mais ça doit être un service en plus à la population. C'est bon? Alors, est-ce que vous m'autorisez à mettre en œuvre un espace de coworking, mais surtout à déposer la demande de subvention auprès des financeurs? Oui. Alors, qui est pour? Ok, merci beaucoup. Alors cette fois-ci, c'est Emmanuel à qui je vais demander de présenter la délibération pour une aide possible de la commune pour l'activité du Casino des Dunes. Donc, comme vous le savez, le Casino des Dunes, géré par la société Toraja, fait partie des nombreux établissements qui ont dû fermer leurs portes depuis le mois d'octobre en raison de la pandémie de virus Covid-19. La société Toraja bénéficie depuis 2019 d'un bail de location pour l'exploitation du casino au tarif de 20 832 € hors taxes annuelles. Conscient des difficultés rencontrées par cet établissement et au regard des recettes générées par le casino au budget communal, il vous est proposé de permettre à Monsieur le maire de ne pas émettre de titre de paiement du loyer pendant une période maximum de 4 mois au cours de cette année 2021. Cette exonération du loyer sera mise en œuvre sur présentation par le casino des aides perçues par l'État ou toute autre source institutionnelle dans le cadre des mesures spécifiques liées à l'obligation de fermeture. Aussi, dans le cas où ces aides couvriraient les charges fixes de location du bâtiment, la commune se réserve le droit de ne pas faire valoir cette exonération. Le conseil municipal demande d'autoriser Monsieur le maire à ne pas émettre de titre de paiement auprès de la société Toraja pour le paiement du loyer du Casino des Dunes dans la limite de 4 mois et sous réserve que les aides perçues ne couvrent pas le loyer du bâtiment.
d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci pour le casino des nuls. Est-ce que on peut en profiter pour demander, pour faire préciser les modalités de reprise d'activité, pour ceux qui ne lisent pas tous les détails en fonction de la levée des contraintes sanitaires, quel est le sort du casino, d'un casino comme celui-ci? Peut-il reprendre? Donc, Il a repris. Il a repris. Il a repris dans sa partie jeu pour une jauge à 35%. Alors 35%. Défini par le nombre de... La table de boule ne peut pas. Je sais. Quelle machine? Et lors du prochain conseil municipal, on annoncera aussi, ce sera porté à connaissance, mais on a une modification du nombre de... Non, c'est toujours le même? Non, j'ai vu passer, mais j'ai pas traité. Ouais, en fait, j'ai vu qu'il y avait une autorisation supplémentaire de jeu pour le casino. Donc c'est super intéressant. Enfin, c'est bien pour nous. C'est bien pour eux, c'est bien pour nous. Et c'est pour ça que cette délibération, elle est importante. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas eu les aides, comme toutes les entreprises, donc c'est à vérifier, mais si c'est le cas, il faut qu'on puisse les aider. C'est sûr. Ça veut dire aussi que la jauge à 35%, c'est comme ça ne dérangera peut-être pas trop parce que c'est pas une période où il y a beaucoup de fréquentation. 35% c'est sur le volume des personnes qui peuvent être accueillies. Non, mais je ne devrais pas dire ce que je vais dire. Mais je vais le dire. On voit bien que la jauge des terrasses de café aujourd'hui, elle doit être à 50%. Est-ce que vous avez été dans un café dans une ville de France où c'était à 50%? Et on n'a pas la police pour faire le boulot de ça. Donc voilà, c'est dit quoi. Que les gens fassent attention, que portent leur masque, se lavent les mains et que les exploitants et les commerçants fassent attention à préserver au maximum les gestes barrières. Et voilà, vous regardez dans tous les restaurants de France, il n'y a pas un préfet qui a réussi à faire respecter cette jauge de 50%. Les terrasses étaient pleines. Alors allez dire, voilà, il faut essayer de respecter la loi, enfin il ne faut pas essayer, il faut la respecter, mais pour la faire respecter, il faut des moyens de contrôle et aussi, une fois qu'on a contrôlé, des moyens coercitifs, on les a pas. Voilà, on compte sur le civisme de chacun. Et tu as raison, la période là, elle est moins grave là. Par contre, un week-end comme le week-end dernier, c'est comme le 15 août. c'était comme un 15 août. C'était même plus qu'un 15 août dimanche matin. Moi, j'avais jamais vu ça. Parce que voir le marché comme on l'a eu dimanche matin, c'est une chose, mais on l'avait déjà vu. Mais l'avenue de la plage, là, je ne sais pas régulièrement, comme ça, avec un policier municipal, même pas, on n'avait pas de policier municipal dimanche, nous étions que des élus. C'est pas faire. Techniquement, c'est curieux, enfin, je sais pas, c'est pas que je suis une grande joueuse, il y a des années, je ne suis pas allée jouer, mais ce qui m'étonne, c'est qu'on n'ouvre pas la table alors que personne ne touche les trucs à la table. Ils ont juste des jetons, mais ils ne touchent à rien. Que le dimanche, enfin, la machine à sous, tout le monde va tirer un truc, ou alors faut qu'il désinfecte à chaque fois, certainement. Mais à la table de jeu, il n'y a que le croupier, il reste tout seul à manipuler son truc, il n'y a pas d'autres qui touchent, que les clients ne touchent pas. Enfin bon, c'est... Les jetons. Les jetons, oui. Ah oui. C'est les jetons. Bon, après les jouer. Donc, ta question est bonne puisqu'elle a... Oui, c'est bon. Ta question est bonne puisqu'elle a introduit le sujet suivant. Oui, parce que Patrick va nous parler de l'installation de vidéoprotection et surtout de la demande d'aide au titre du Fonds régional de soutien pour cette vidéoprotection. Donc, comme vous l'avez suivi, l'été dernier, on avait quand même constaté beaucoup d'incivilités et d'actes de vandalisme à la faute. Malheureusement, n'ayant aucun moyen de surveillance, on ne pouvait pas les poursuivre ni d'engager de poursuite en l'absence d'éléments qui permettaient de mener une enquête et de retrouver les coupables. Aussi, il apparaît opportun de mettre en œuvre un dispositif pour renforcer la prévention de sécurité du centre-ville et des points d'activité de la commune. Donc pour cela, la commune de La Faute-sur-Mer souhaite mettre en œuvre un système de vidéoprotection avec l'implantation de 13 caméras
ce qui est important, c'est pas tellement les 13 caméras, c'est les 7 sites. Puis sur chaque site, on peut avoir 2 ou 3 caméras sur un seul site, puisqu'il faut aller à droite, à gauche, etc. Donc les sites, c'est Route de la Tranche, l'Esplanade de la Mer, l'avenue de la Plage, le parc, le port et le port à sec. Un dossier d'autorisation a été déposé en février 2021 et a reçu un arrêté préfectoral favorable à ces installations. La réalisation de cet aménagement sera confiée à une entreprise spécialisée pour un coût estimé aujourd'hui à 52 000 €. Cette estimation concerne uniquement les caméras. Effectivement, il peut évoluer en fonction des infrastructures qu'on aura besoin, en particulier pour alimenter ces caméras. Une aide régionale peut être octroyée pour les travaux en fonction de leur éligibilité dans le cadre du Fonds régional de soutien à l'équipement de vidéoprotection à hauteur de 50% maximum de la dépense hors taxe. Donc, ce qu'on vous demande, c'est d'autoriser Monsieur le maire à mettre en œuvre un système de vidéoprotection sur la commune, d'autoriser Monsieur le maire à déposer une demande de fonds de soutien régional pour le financement de ce projet, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de ce projet. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? Je vois demain la région à ce sujet. Hein? Je vois demain la révision de la région. Ouais, c'est parfait. Donc là, c'est pareil, si tu veux un délai pour la mise en place, ça dépendra de la mise en place. Moi, je veux bien un délai, mais Non, l'idéal serait déposé avant les vacances, mais là, il n'y a rien dessus. Donc, si on vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc il y a une abstention. Qui est contre? Donc il y a une abstention. Nicolas, s'il te plaît, on passe à la déclaration d'intérêt qu'on lance pour l'animation de la zone d'activité municipale Plage des Belugas et une petite partie supplémentaire qu'on pourrait attribuer s'il y a des gens qui se portent volontaires. Arrêté préfectoral du 17 décembre 2018. La commune de La Faute-sur-Mer s'est vue attribuer la concession de dépendance du domaine public maritime pour l'exploitation, l'aménagement et l'entretien des plages naturelles. Le plan de concession prévoit des zones d'activité municipale sur la plage des Belugas qui vont installer chaque année des activités participant à l'animation du site. En association avec la commune, une association organise des activités de beach volley et de beach hand. Une autre association organise une activité d'apprentissage de la natation. Toutefois, un espace à proximité de la piscine permet d'envisager une autre activité ludique pour les vacanciers. Ainsi, il semble nécessaire que la commune de La Faute-sur-Mer déclare son intérêt à bénéficier en 2021 des services d'un tiers pour animer la zone d'activité municipale qui lui est concédée dans le cadre de l'arrêté préfectoral précité. Les personnes qui souhaiteraient proposer une activité devront se faire connaître auprès de Monsieur le maire, qui étudiera chaque projet et vérifiera sa compatibilité avec les objectifs poursuivis par la collectivité dans le cadre de sa concession. Dans le cas où l'activité proposée serait payante et consommatrice d'énergie, la commune demandera une redevance d'occupation au tarif de 1 000 € pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août 2021. Le conseil municipal décide de déclarer l'intérêt pour la commune de bénéficier des services d'un tiers pour occuper et animer la zone d'activité municipale située plage des Belugas, de fixer la redevance pour cette occupation au tarif de 1 000 € pour la saison estivale 2021, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Et qui a des questions? Est-ce qu'on a des propositions déjà? Ça titille. est-ce qu'il y aurait des gens intéressés par refaire un club de plage pour enfants ou ça c'est encore une éternelle question? On adorerait, sincèrement, Sandrine, on adorerait qu'il y ait quelqu'un Non, qui en mais je disant sais j'ai l'idée d'un club pour enfants parce que tout le monde nous le demande. Oui, Ce je qui est sais bien, assez c'est marrant, pour c'est savoir que si quelqu'un avait proposé. on voit bien qu'il y a eu des propositions. Il y a eu des propositions, après il faut que ce soit sérieux. Mais elles ne sont pas légion les propositions sérieuses. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a un besoin, mais qui est un besoin éphémère, qui était un besoin subventionné dans le temps, et qui aujourd'hui a du mal à trouver ses équilibres. Il y a 2 ans, 3 ans, ça s'est arrêté, ce qu'on avait trouvé,
qui avait vraiment rendu le service, tout le monde était content, mais les parents ne sont pas assez nombreux pour que ce soit bien, économiquement. Donc ça c'est à savoir, ça sera une décision politique peut-être un jour, quand on aura un peu plus d'équilibre financier, c'est de savoir si c'est une volonté politique, est-ce qu'on est prêt à dépenser, parce que là c'est vraiment une dépense, pour offrir un service au public de 2 mois, ou pas. Il y a plein de sujets comme ça où il faudra qu'on arbitre, parce qu'on ne pourra pas offrir tous les services à la population qu'on souhaiterait. Il faut, c'est ça notre boulot, c'est des choix politiques, des arbitrages qui ne plaisent pas forcément à tout le monde, parce que des fois on dit bah non, c'est pas la priorité par rapport aux autres besoins. Et moi je suis d'accord, c'est un sujet sur lequel il faudra qu'on réfléchisse à l'avenir, pour savoir est-ce qu'une commune comme la Faute, alors si demain en plus on a nos super amis aiguillonnés et on devient un seul, si on est une seule commune, si nous sommes une seule commune, vraiment des réflexions de ce type-là à se poser, puisque un service touristique, un service de station, de plage, ça a du sens d'apporter des plus à ce niveau-là. Il y a une vraie économie autour de ça. Parce que je crois que la tranche en a, mais après je ne sais pas du tout si ça fonctionne, si c'est rentable, je ne sais pas du tout. C'est comme les écoles de voile. C'est comme les écoles de voile. On voit souvent ça aussi c'est un autre sujet, mais on n'en parlera pas ce soir. Mais on voit bien des communes qui ont des plages magnifiques qui n'ont plus d'école de voile. Donc il y a bien une raison. Et il faut voir comment on peut solutionner tout ça. C'est un arbitrage. Excuse-moi d'avoir répondu par d'autres questions, mais, non, mais c'est intéressant, non, tout à fait, ouais. Ce sont des arbitrages politiques qu'il faudra qu'on porte en responsabilité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? On passe au vote. Qui est pour? Merci beaucoup. La création d'un poste de volontaire territorial en administration, on en a bien besoin. Tu vas nous expliquer pourquoi, Jean-François. Merci. C'est un dispositif tout nouveau qui a été créé en 2021 sous l'égide d'un ministère que l'on connaît bien pour une autre raison, celui de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et dont nous savons qu'il est dirigé par Madame Jacqueline Gouraud. Vous pouvez retenir ce nom, je crois qu'on en reparlera. Oui, parce qu'elle va bientôt venir ici. Pardon? Oui, parce que, excusez-moi, elle va bientôt, elle nous dit qu'elle veut venir ici. Alors, son ministère a créé un dispositif de renforcement des moyens humains la fonction de volontaire territorial au masculin en administration et un dispositif qui s'adresse aux collectivités territoriales, que ce soit les établissements publics de coopération intercommunale ou des communes. Les VTA, on dit déjà VTA, n'est-ce pas, l'acronyme s'il vous plaît, ont vocation à soutenir les territoires qui ne disposent pas de moyens humains importants pour faire émerger leurs projets de développement, les aider à se doter d'outils d'ingénierie adaptés à leurs besoins, et ils sont aussi tenus d'aider notamment les acteurs locaux à mobiliser des financements du plan de relance. Alors l'État, car il s'agit d'une initiative de l'État, aidera la collectivité territoriale dans son recrutement à hauteur d'une aide forfaitaire de 15 000 € qui sera versée sur décision du préfet. Et dans l'état actuel, 200 VTA sont prévus d'être aidés en 2021. Alors ces postes s'adressent notamment, pas exclusivement, mais notamment à de jeunes diplômés en droit, en aménagement du territoire, en géographie, en administration des collectivités, en sciences politiques, pour remplir des missions comme l'élaboration de diagnostics, la contribution à l'animation ou à l'élaboration de projets de territoire. Le mot territoire, par hasard, apparaît d'une façon déterminante, pour le montage de dossiers de demande de subvention, avec les délais qui préoccupent Sandrine, et le montage de projets ou encore apporter un appui à des chefs de projet. Alors, ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est que les choses sont très précises, très précisées. Déjà, d'emblée, il est prévu que la durée du contrat est entre 12 et 18 mois.
en fonction des besoins identifiés localement, que le contrat prendra la forme d'un contrat à durée déterminée, représentant au moins 75% d'un temps plein, et le montant de la rémunération, qui sera laissé à la discrétion de l'employeur, de la collectivité employeuse, mais ne pourra être inférieur au minimum légal. Le volontaire territorial en administration, finalement, c'est un jeune diplômé, âgé de 18 à 30 ans, d'un niveau Bac plus 2, et qui renforcera les compétences en ingénierie de projet de notre commune, le temps d'une mission de 12 à 18 mois. On imagine les missions qui puissent lui être confiées, par exemple, au sein de la commune, de la faute, le montage des dossiers structurants pour le développement du territoire, c'est évident, la mise en œuvre et l'animation de la démocratie participative, qui est un sujet difficile, l'animation de la gouvernance de la commune nouvelle, qui est un sujet stratégique, et enfin l'animation du conseil municipal. J'ose prétendre de corriger en disant conseil municipal des enfants plutôt que des jeunes. C'est le titre que l'on lui a donné d'emblée, y compris dans cette salle officiellement. Donc c'est une petite coquille. Ainsi présenté, le conseil municipal pourrait décider 1. De procéder au recrutement d'un volontaire territorial en administration pour un contrat à durée déterminée, de 12 à 18 mois, de solliciter l'État pour bénéficier de l'aide spécifique de 15 000 €, et enfin d'autoriser M. le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Alors, merci beaucoup Jean-François d'avoir exposé ça aussi clairement, d'avoir animé de tout ça. C'est d'autant plus important parce que moi, au quotidien, le travail municipal s'organise autour des adjoints, des conseillers délégués, de vous, conseillers municipaux, et il y a tout le temps un point central par lequel presque tout passe, en tous les cas quand moi je travaille, c'est Jean-François Etienne. C'est-à-dire que Jean-François, il est à la manœuvre à chaque fois, soit dans l'anticipation des commandes, soit dans les commandes, soit dans le retour des commandes. Je parle des commandes passées pour les projets structurants, pour le projet de territoire, pour la commune nouvelle, pour le suivi des financements, pour savoir où on en est sur les appels d'offres, etc. Enfin, tout passe par un homme qui a simplement, comme tout le monde, que 8 heures à donner, ou 7h30 à donner par jour pour la collectivité. Or, aujourd'hui, il est plutôt sur 10, 12, des fois, et week-end compris, quand je le sollicite. Et on a besoin, et on voit bien que le temps qu'on perd, qui n'est pas là, quelles que soient les qualités des gens, on ne peut pas racheter le temps qui passe. Il nous manque une compétence intermédiaire entre l'opérationnel, la réflexion et la décision. Et ça, je le subis moi tous les jours. C'est une équipe plutôt rapide, on travaille beaucoup, on développe beaucoup, on initie beaucoup, et derrière, il faut que ça suive. Sauf que derrière, ce sont des hommes et des femmes qui ne peuvent pas non plus être omnipotents, omniscients, ou en tout cas à disposition tout le temps, c'est pas possible. Et c'est pour ça que c'est, entre guillemets, cadre intermédiaire, on va dire. Il y a des bac plus 2, mais c'est souvent des bac plus 4, plus 5 qu'on va chercher. Je crois que la dernière fois où on avait quelqu'un qui correspondait à ce profil, on était plutôt dans le bac plus 4. Hein. Et on voit bien quelle a été la valeur ajoutée de cette jeune femme qui nous a aidés, que je regrette. Elle va devenir avocate, là, c'est ça? Ouais, Fanny, elle est encore là quelque part. Elle est encore là avec nous, mais tant mieux pour elle. Mais elle aurait été très bien à travailler encore un peu avec nous, parce qu'elle nous a apporté beaucoup. Donc, quand le ministère de Jacqueline Gouraud a initié ce contrat que je trouve très intéressant, s'il y a bien une commune où ça vaut le coup de tenter, parce qu'il y aura un peu d'élus, hein, c'est pour ça que on parle maintenant, si vous avez vu, il n'y a que quelques contrats en France. Ah oui, c'est ce que j'allais demander, si 200 c'était pour la France ou pour la région. C'est pour la France. Donc voilà, on se dit que compte tenu des bonnes relations que nous entretenons avec ce ministère, on se dit qu'on pourrait peut-être avoir un petit peu plus. Voilà. Je peux revenir sur un mot. Je trouve très remarquable qu'un dispositif public d'État, d'emblée, soit aussi précis et utilisable. Alors, il faut voir si effectivement il est mis en musique, mais bon, je ne sais pas s'il y a un texte de loi derrière,
pas sûr, mais voilà, le fait qu'il est dans les textes qu'on peut lire, très précis et opérationnel, est à Pour 200 étudiants en France, on peut être précis et opérationnel. pas toujours. On se fait pas mal. Pas toujours. Donc, en tous les cas, je trouve très intéressant ce dispositif, vraiment. Et puis, nous, en plus, on en a réellement besoin. Parce que si on l'avait eu, on s'en porterait mieux aujourd'hui. Voilà. Et puis, tout le monde, hein, les équipes, ça soulagerait les équipes. On voit bien que là, on est quand même très tendu dans le travail et les commandes qu'on passe à l'équipe. L'équipe, elle ne peut pas aller. Je crois qu'on est au bout du bout. On ne peut pas aller faire aller plus vite maintenant ou densifier le travail. Ça serait pas correct. Donc voilà. Merci beaucoup. Marielle, tu vas nous parler de l'autorisation de l'occupation précaire de l'ensemble immobilier qui est situé pas très loin d'ici, rue de la Liberté au 8, à la Faute-sur-Mer. Et pour nous dire ce qu'on peut en faire. En fait, la commune de la Faute a été destinataire d'un courrier du service régional des domaines de l'État indiquant la vente d'un ensemble immobilier donc situé 8 rue de la Liberté à la Faute-sur-Mer. Sur la parcelle AI numéro 1387. Ce bien, il était autrefois utilisé, vous savez, pour un logement de fonction par un agent de l'ONCFS en charge de la surveillance et du suivi de la réserve biologique domaniale de la Pointe d'Arcet. Donc la commune, suite à ce courrier, a indiqué son intérêt à agir afin de donner une nouvelle destination à ce bien en vue de favoriser l'accès au locatif social. Donc toutefois, préalablement à l'achat, nous avons souhaité faire une étude préalable afin de limiter l'impact financier de l'entreprise foncière pour permettre l'opération dans de bonnes conditions. Mais dans l'attente, la commune peut bénéficier d'une autorisation d'occupation temporaire de ce bien et cette occupation sera pour les raisons suivantes, c'est-à-dire d'assurer la garde et la surveillance de la maison afin qu'elle ne soit pas vandalisée ou occupée illégalement. Ça permettra également d'entretenir le terrain pour éviter tout embroussaillement. Et puis, y installer pendant la saison estivale les nageurs sauveteurs salariés de la commune pour répondre aux difficultés qu'on a en ce moment pour disposer de logements saisonniers. Et ceci à un coût raisonnable. Donc, M. le maire nous propose donc de signer la convention d'occupation précaire entre l'État et la commune de la Faute-sur-Mer. Et donc, on nous demande d'autoriser, de signer évidemment tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération pour cet ensemble immobilier qui est cadastré, donc AI numéro 1389. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions concernant ce... Est-ce que cette occupation temporaire est limitée dans le temps ou simplement l'objet du contrat qui forcément sera signé entre les deux parties jusqu'à l'avance? L'objectif, c'est de le faire plus du besoin des saisonniers, puisqu'en fait, ça nous permet d'entretenir la maison et d'éviter en fait, d'avoir une vue en fait, sur la maison qui, pour le moment, est fermée, sans occupation. Et du coup, ça nous permettra d'avoir l'autorisation aussi de la surveiller, puisqu'en fait, elle ne nous appartient pas pour le moment. Mais il n'y a pas de limite de temps. Non. Elle se trouve en face des logements sociaux. Tout à fait, avec le jardin, les volets jaunes, Oui, la il rue de... n'y a vraiment personne là. Non. C'est surtout des caravanes qu'il va y avoir. Voilà. Les nageurs sauveteurs, ils sont beaucoup en caravane. Les nageurs sauveteurs, en fait, il y en a 11, je crois pas, 11 nageurs sauveteurs. Et ça permet d'avoir les services de la maison, donc sanitaire, cuisine, et qu'ensuite les jeunes puissent évidemment disposer d'une caravane installée, il y a un terrain qui le permet, et de répondre en fait à une demande qui nous est un peu difficile à gérer, parce que les saisonniers ont des difficultés, et eux sont forcément une formation, donc on choisit pas, là on choisit vraiment les gens qui ont la formation de nageurs sauveteurs, et c'est pas forcément des jeunes qui habitent sur le territoire. Ils sont formés aux piscines de la Tranche, ils sont formés également à la piscine de Luçon depuis l'année dernière. Donc ce sont des jeunes du territoire, souvent de la communauté de communes ou à proximité, puisque le responsable est un ancien professeur du lycée de Bel Air à Fontenay. Donc on a aussi des jeunes qui viennent du territoire un peu limitrophe à la communauté de communes souvent des littorales, mais ce sont principalement des jeunes vraiment qui sont très locaux, mais à qui forcément on demande une présence sur le site, puisque les horaires sont comme découpés avec une amplitude et toute la semaine. C'est-à-dire que là on a un planning qui est tous les jours de surveillance des plages.
qu'on attend aussi de développer une autre destination à ce site, puisque, et là c'est le travail municipal, mais on a quand même des idées de projets qui peuvent à la fois répondre à du logement et à la fois développer l'accueil scientifique local. Enfin non, excusez-moi, l'accueil scientifique dans une dimension territoriale large, qui peut être le parc, mais à pouvoir les accueillir sur place. Et donc créer de l'emploi, des familles, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Tu votes, tu veux voter? Oui, tu votes pour. Très bien. Merci beaucoup. Merci Marielle. Là, c'est juste la commission locale d'évaluation des charges transférées, c'est ce qu'on appelle la CLEC. Alors, c'est quoi la CLEC? En fait, c'est pour la communauté de communes. Son rôle, c'est d'évaluer les charges qui sont transférées et de quantifier ces transferts de compétences réalisés afin de permettre un juste calcul de l'attribution de compensation versée par la collectivité, si c'est la communauté de communes, par exemple, le PCI, aux communes membres. C'est-à-dire que la CLEC se prononce aussi également sur les restitutions de charges faites aux communes lors des restitutions de compétences. Je vous donne un exemple. Nous avions, je ne sais pas si est bon cet exemple, Jean-François, tu vas me le dire, non, parce qu'on a récupéré le balayage le balayage, c'est pas le bon exemple. Si, le balayage, le balayage, par exemple, le balayage est une compétence communale, donc on avait investi dans du matériel, et puis on a transféré, enfin, la compétence balayage a été transférée à la communauté de communes, et en échange, il y a eu des flux financiers, puisque on avait quand même des machines qu'on a donné et transféré à la communauté de communes, qui nous a payé pour le matériel et puis aussi pour le fonctionnement après. Donc ce sont des subtils calculs qui disent voilà combien perd la commune, combien elle y gagne aussi, parce que ça peut être dans le sens inverse. Il peut y avoir des clés qui amènent à des compensations négatives. Et pour ça, il y a une organisation, tout ça se fait au sein d'une commission locale d'évaluation qui est créée par l'organe qui est délibérant, donc dans notre cas c'est la communauté de communes, et on détermine la composition de cette CLEC à la majorité des 2/3. Cette majorité des 2/3 est systématiquement composée de membres délégués communautaires. Il faut alors ça peut être des conseils municipaux aussi, mais il faut un représentant dans chaque commune. Donc, je suis le délégué communautaire, je vous propose, pour aller un peu plus vite que toute la délibération, la résumer, mais je vous propose d'être le représentant de la commune pour cette CLEC. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Non? C'est-à-dire que ça servira en fait pour toutes les décisions. Il y a une CLEC qui est décidée avec des membres, et donc pour toute modification de statut ou de compétences. Pas de statut, de compétences. De compétences, ouais. C'est-à-dire que pour toutes les dépenses inhérentes au fonctionnement ou à l'investissement, par exemple, je vous donne un exemple, la commune de La Tranche, par exemple, a une piscine qu'elle a transférée à la communauté de communes. Donc il y a eu un transfert de patrimoine, donc aussi un transfert de charges, puisqu'il y avait des emprunts, c'est donc la communauté de communes qui paye les emprunts. Donc il y a eu des compensations un peu dans tous les sens. Nous, qu'est-ce qu'on a transféré? On a transféré... les digues. Les digues, c'est pas les digues elles-mêmes. Mais ça peut être ça, mais c'est un peu plus compliqué. Il y avait une CLEC. Il y avait La voirie. La voirie, par exemple. La voirie. Une partie de la voirie. Parce que la GEMAPI est plus compliquée. C'est compliqué, mais il y avait une CLEC. Et donc c'était l'ancien maire qui était le représentant pour nous à cette assemblée. Pour défendre les intérêts, en fait, pour dire attendez, non, nous on le voit autrement. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient là dans les anciens conseils municipaux, c'était des bagarres quand même, puisque en 2017, les CLEC, aujourd'hui on en a pratiquement plus, mais à l'époque ils ont été dans tous les sens. On aura peut-être une CLEC, sur l'instruction de l'urbanisme un jour ou l'autre. Parce qu'on voit bien que l'instruction est de plus en plus difficile à être tenue par la communauté de communes, en tous les cas dans sa plénitude. La planification et les plans, je pense que la communauté de communes les gardera à terme, mais pour ce qui est de l'instruction, il y a une partie qui
sera traité en mairie ou dans des groupements de mairie. Donc il y a vraisemblablement un retour à ce niveau-là. D'autres questions? Eh bien, je vous propose de vous demander si vous êtes pour que je sois le représentant de la commune au sein de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Moi aussi, je suis pour. Merci beaucoup. Eh bien, je représenterai la commune. Merci. Autre sujet, c'est là encore, c'est la communauté de communes. Alors, je vais faire court parce que je vais faire court, mais je vais vous en parler. C'est la charte de gouvernance entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale, la communauté de communes suivant des littorales. C'est-à-dire que on a à la communauté de communes une charte de gouvernance et le conseil municipal doit émettre un avis sur ce projet de charte de gouvernance dans un délai de 2 mois après la transmission de la charte. Mais il s'est passé ce qui s'est passé avec la Covid. Et c'est le conseil communautaire de la communauté de communes suivant le littoral qui a décidé de l'élaboration d'une telle charte par délibération du 30 juillet 2020. Et initialement, cette charte, il était prévu qu'elle soit adoptée dans les 9 mois à compter du renouvellement général du conseil communautaire. Or, cette échéance a été repoussée par les parlementaires au 28 juin 2021 parce qu'il y avait évidemment, on ne pouvait pas tout le temps se réunir. Rappelez-vous, c'était un peu compliqué. Et donc, c'est dans ce cadre que lors de la séance du 18 mars 2021, le Conseil communautaire a pris acte de la charte de gouvernance, la nouvelle. Cette charte de gouvernance a notamment pour objet de formaliser un certain nombre de valeurs, c'est un peu comme la charte que nous avons nous, et de principes partagés par les élus, de définir le rôle et les missions des différentes instances et la construction du processus décisionnel, et d'élaborer des perspectives de mutualisation quand elle le peut, les principes régissant aussi la participation citoyenne. Ce projet de charte a été adressé à la mairie par la communauté de communes suivant des littorales. Elle est sur la GED depuis un petit moment. Et on nous demande de donner un avis sur justement ce projet de charte de gouvernance tel qu'il a été joint et posé sur la GED que vous avez reçu il y a à peu près 2 semaines ou 3 semaines. Alors pour ceux qui ont été la lire, elle est un peu longue, mais il n'y a rien de transcendant, il n'y a rien qui change sur la répartition de la gouvernance. Toujours 15 membres du bureau, toujours 72 délégués communautaires, la même représentation, les mêmes règles de vote. Un projet territorial, par contre, qui est annexé, puisque maintenant, dans le projet territorial, il y a la partie tourisme devient un des 3 thèmes de du projet territorial. Ça devient un thème aussi important que le social, l'emploi, puisqu'on considère que le tourisme dans notre communauté de communes impacte directement presque 30% des emplois de la communauté de communes. C'est-à-dire que l'activité touristique aujourd'hui, c'est tellement transverse qu'on a un impact sur la création ou un impact, je dirais, pas social mais sociétal, sur 30% des emplois, ce qui n'est pas rien, puisque ça crée une vraie richesse, mais aussi des vraies obligations. Et donc, on doit faire très attention aux choix, aux décisions qui sont prises, aux choix et décisions qui sont prises pour l'avenir justement de notre tourisme, puisque on porte vraisemblablement notre capacité à attirer, à créer de l'emploi. Donc créer de l'emploi, c'est fixer des gens, ça veut développer nos décisions du cadre de vie de ces personnes qui viennent s'ajouter à notre territoire, prendre des décisions sur les services à la population qui sont impactants, savoir que nos déchets vont augmenter, donc comment on les gère, que la mobilité va augmenter, comment on la gère elle aussi, qu'elles sont aussi, je vous rappelle que dans la communauté de communes, on a un vrai axe qui nous préoccupe, c'est la mobilité sur les routes aussi, puisqu'il faut qu'on se désenclave un peu dans le sud vendée. C'est un vieux sujet, mais en tous les cas, on y travaille fort en ce moment, et on commence à même y arriver bien, à avoir des projets qui sont écoutés. On a aussi, alors là c'est avec la région, le train qui vraisemblablement va s'arrêter à Nallier alors que ce n'était pas prévu, donc on appuie fort. Il y a vraiment un gros travail qui est fait justement sur ce chapitre nouveau qui est le tourisme et l'environnement, puisqu'ils s'embarquent les deux, parce
si on attire des gens, il faut les accueillir dans un écran naturel qui doit être respecté, protégé et surtout avec de la pédagogie qui est tout autour, qui doit être accessible. Donc cette charte, elle est vraiment importante parce qu'elle porte aussi le projet de territoire. Voilà. Enfin, vous avez dû le lire, j'en suis sûr, chaque page. C'est à la 1008, la page 1008. Voilà, donc on vous demande d'émettre un avis, enfin moi je vous demande d'émettre un avis favorable au projet de charte de gouvernance tel que vous pouvez le lire. Si vous l'avez lu trop vite, relisez-le, c'est vraiment intéressant. Vraiment, voilà. Donc c'est un avis là, on vous demande un avis. Qui veut émettre un avis favorable? Merci, merci beaucoup. Et justement, parce que ça va dans le même cadre, vous savez qu'il y a peu de temps, à la communauté de communes, nous avons décidé, on fait partie de ces communautés de communes qui étaient rares au début, qui deviennent légion maintenant, donc moi je suis très heureux de ça, on a pris et on a gardé la compétence mobilité. C'est une compétence qui, vous pouvez perdre au 31 juin. Oui, au 1er juillet. Au 1er juillet, si on ne l'avait pas prise, on la perdait, et on la perdait définitivement au bénéfice de la région. Alors ça peut paraître, bah oui, alors, mais ça veut dire que demain vous voulez faire, vous allez voir l'impact. Vous voulez faire, ce que nous on a décidé de faire, une petite ligne de bus entre l'Aiguillon, le centre de l'Aiguillon, le centre de la Faute et les plages, vous ne pouvez plus. Parce que c'est de la compétence régionale. Vous voulez changer, modifier le fun bus qui part de la Tranche et qui pourra arriver jusqu'à la Faute, vous ne pouvez plus. Parce que c'est régional. À Luçon, ils veulent augmenter d'une ligne le parcours de, comment ça s'appelle, la Luciole de la Luciole. Vous savez, la Luciole elle est électrique, elle se balade un peu partout. Ils veulent faire un arrêt de plus, ils ne peuvent pas. Voilà, donc c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si on n'avait pas gardé la compétence mobilité sur la communauté de communes, on perdait la main définitivement sur nos déplacements. Alors là, je vous parle de bus, mais ça aurait pu être des voies vélos, ça aurait pu être les chaussées-doux, ça aurait pu être, enfin tout quoi, hein, absolument tout. Donc, Marielle, qui est notre première adjointe, et aussi a une mission forte sur la mobilité au sein de la... Mobilité active, pas toute la mobilité. Ouais, excuse-moi, je veux dire, tu es très impliqué dans la création des dossiers qui permettent justement de défendre la mobilité sur notre territoire, puisqu'elle porte un projet sur 10 ans de 19 millions d'euros, justement, ne serait-ce que sur la partie cyclable. On a d'autres sujets qui sont à la fois la partie mobilité vélo, mais cyclo-tourisme, mais aussi le vélo mobilité en tant que tel, c'est-à-dire on va au travail avec son vélo. Il y a des tas de choses sur la mobilité, elle le porte plutôt même très bien. Et on a réussi avec René Froment, qui porte aussi, qui est vice-président, à pousser ce dossier qui a été accepté de principe par l'ensemble des délégués communautaires, pour qu'on puisse enfin être dans une mobilité propre et avoir une vraie vision sur le territoire de ce qu'on envisage pour demain dans nos déplacements, c'est-à-dire rationaliser les déplacements, faire en sorte qu'on soit sécure et que surtout on ne pollue pas la planète de nos enfants. Et donc je vais demander à Marielle d'exposer ce sur quoi, alors c'est un résumé, hein, parce que c'est un boulot qu'elle a demandé et qui demande encore, je crois que c'est bientôt qu'on a mardi prochain. Qui demande encore beaucoup de travail, puisque je vous dis qu'on est sur 10 ans, mais ça va permettre à pas mal de personnes. Je vais vous donner un exemple que j'ai donné, je crois, en bureau municipal et que j'ai donné l'autre soir en conseil communautaire. On a voté une petite subvention de 40 000 € pour la partie cyclo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cyclotouriste, et là on est sur le tourisme, là, un cyclotouriste, c'est 80 € de dépenses par jour. Pour avoir d'idée, un camping-cariste, c'est 16 €. Ça veut dire que quand vous favorisez l'accès, le cheminement, l'hébergement, le service à cette personne, il vient de Pologne, il vient d'un peu partout, parce que le lycée il vient de très loin, il vient sur notre territoire, il consomme sur notre territoire, il dort sur notre territoire, il consomme notre territoire. Et tout ça, ce sont des emplois. C'est-à-dire que les petites subventions pour, je vous donne un autre exemple, entre Saint-Michel, qui est le bout du sud, hein, en fait, pour le vélo, et on va dire La Rochelle, il n'y a rien pour s'abriter. C'est-à-dire que si vous êtes sur une piste cyclable, vous avez le vent dans le nez, et il n'y a pas un endroit pour couper le vent. Pas un endroit sur la
petits investissements, des fois, ont des impacts significatifs. Sur Trièze, tu me disais qu'on était sur la Trièze. Trièze, c'est pas le point le plus foufou pour faire du vélo, quoi. Hein. 13 000 passages. Vous imaginez, même des petits villages, la consommation sur notre territoire. Et ça paie de l'emploi. C'est ça qui est important. C'est pour ça que j'ai arrêté tout le monde sur bon, 40 000, c'est quoi, etc. Je dis, non, c'est de l'emploi. Voilà. Je te laisse la parole. Mange-moi pour toi, si tu veux. Ouais. Merci, bon, je vais mettre mes lunettes. Donc, la communauté de communes, elle s'est prononcée, donc, elle devait se prononcer avant fin mars pour cette prise de compétence, mais la compétence doit être également partagée avec les 44 communes. Donc, le transfert de la compétence organisation de la mobilité, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire la loi LOM, la loi des organisations de mobilité, c'est une réforme en profondeur et le cadre général des mobilités en posant les objectifs suivants. Donc là, je vous fais un petit rappel de la loi. Donc, avant tout, c'est de réduire la dépendance à l'automobile en proposant des solutions alternatives à la voiture individuelle. C'est également de développer et d'accélérer la mise en place de nouvelles solutions de mobilité. C'est de diminuer l'impact des transports sur l'environnement en réunissant une véritable transition écologique dans les déplacements et dans les déplacements du quotidien, pas seulement pendant les vacances, et d'investir davantage dans les infrastructures permettant de faciliter les déplacements donc, du quotidien, comme je vous disais. Donc la mise en œuvre de ces objectifs a conduit à redessiner la gouvernance et les contours de la compétence pour rechercher un exercice effectif de la compétence organisation de la mobilité à la bonne échelle, c'est-à-dire territoriale, et en favorisant notamment les relations entre les intercommunalités et les régions. Et dans ce cadre, le législateur a posé une nouvelle définition qu'on appelle les autorités organisatrices de la mobilité, donc les AOM, que vous trouverez assez souvent dans les documents. Donc ainsi, à compter du 1er juillet 2021, ne peuvent être AOM, donc autorités organisatrices de mobilité, au sein de leur ressort territorial que les comités d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, les communautés de communes et les syndicats mixtes, et à l'exclusion des communes. Donc, excusez-moi, Marielle, j'interromps, à l'exclusion des communes. Vous avez bien compris, ça veut dire que si les AOM, on ne peut pas être AOM, on ne peut pas organiser, ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas organiser. Pas tout seul, simplement avec la communauté de communes. Mais imaginez la communauté de communes, c'est à 44, ça sera déjà compliqué. Mais alors imaginez si ça avait été régional. C'est-à-dire que c'était Nantes qui répondait à la Faute-sur-Mer via, même pas d'ailleurs, qui ne répondait pas, parce qu'on aurait dit, tiens, on a envie de faire une ligne. On nous disait de quoi vous parlez. C'est pour vous dire à quel point c'est important. Et donc là, on a gardé, enfin, on a poussé avec quelques vice-présidents. Marielle a vraiment travaillé pour exposer, nous donner toutes les données qui nous permettaient justement de pousser ce dossier, parce que le risque, c'était qu'on perde ça. Et que vous savez, des fois, dans les communautés de communes, en 2 secondes, il y a une décision qui est prise, il est tard le soir, et puis on passe à la trappe. Et là, ça aurait été catastrophique. Donc, la communauté de communes, elle s'est prononcée, et donc maintenant, chaque commune doit délibérer en faveur de cette organisation de la mobilité pour la communauté de communes. Donc, dans l'hypothèse d'un transfert volontaire de la compétence, organisation de la mobilité des communes vers la communauté de communes, cette dernière serait la seule autorité compétente pour mettre en place un service de mobilité sur son territoire. Donc les régions, par contre, en tant que chef de file de la mobilité, coordonnent les politiques de mobilité de l'ensemble des autorités organisatrices de mobilité. C'est-à-dire qu'elles restent quand même chefs de file. Et un contrat opérationnel de mobilité liant les autorités et la région concernée permettra d'assurer la cohérence à l'échelle de chaque bassin de mobilité. Donc on appartient en fait à un bassin de mobilité à l'échelle de la région. En associant en particulier donc, les gestionnaires d'infrastructures tels que les gares et les pôles d'échange multimodaux. En fait, pour avoir une mobilité locale, donc c'est pour ça qu'on a choisi l'échelle communautaire pour mettre au plus vrai du territoire, que ce ne soit pas la région, mais après, pour avoir une logique également dans le déplacement au niveau de la région et interrégion, c'est la région qui reste chef de file au sein de bassins de mobilité. Donc le contenu de la compétence, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que conformément au dispositif des articles L1031.1.1 et suivant le Code des transports, les autorités organisatrices de mobilité sont compétentes pour organiser des services réguliers de
organiser des services relatifs aux mobilités actives, donc c'est tout ce qui va être vélo, piéton, ou contribuer au développement de ces mobilités. Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages. Organiser des services de mobilité solidaire, donc avec le transport solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique, sociale et des personnes en situation de handicap dont la mobilité est réduite. Donc, ensuite, la procédure de transfert de la compétence, elle se fait donc sur 2 niveaux. On a donc la communauté de communes qui avait jusqu'au 31 mars pour délibérer sur la récupération de la compétence. Et ensuite, donc, les conseils municipaux des communes, membres de la communauté de communes, qui disposent ensuite d'un délai de 3 mois. Donc, on est dans ces 3 mois avant le 1er juillet, à compter de la notification de cette délibération pour se prononcer sur une telle prise de compétence, dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création d'un établissement public de coopération intercommunale prévu à l'article L5211.5 du Code général des collectivités territoriales. Donc il faut au moins qu'il y ait les 2 tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié des populations, ou la moitié au moins des conseillers municipaux des communes représentant les 2 tiers de la population. Donc là c'est des calculs en fait pour savoir si la majorité en fait vote en cette faveur. Donc à défaut de délibérer dans les délais de 3 mois, si une commune n'a pas délibéré, la décision des communes membres sera réputée favorable. Donc il appartiendra ensuite au préfet d'entériner par arrêté préfectoral le transfert de la compétence, organisation de la mobilité, et les nouveaux statuts de la communauté de communes. Puisqu'en fait on va avoir des conséquences évidemment, puisqu'en fait on va se retrouver avec une nouvelle compétence au sein de la communauté de communes. Donc pour une entrée en vigueur qui sera le 1er juillet 2021. Donc le transfert de compétences entraîne, conformément au droit commun de l'intercommunalité, le transfert ou la mise à disposition des moyens humains nécessaires à la mise en œuvre de la compétence, la mise à disposition des moyens matériels nécessaires à la mise en œuvre de la compétence, le transfert des contrats en cours, s'ils sont déjà existants, et la substitution de la communauté de communes dans tous les droits et obligations de ses communes membres. Donc, comme je disais, il y a donc une conséquence sur les statuts de la communauté de communes. Donc, d'une part, sur la prise de la compétence, comme indiqué ci-dessus, et d'autre part, cette délibération prend acte d'une autre modification des statuts, puisque là, en fait, il y a une modification globale des statuts. On en prend une autre, qui est la mise à jour des statuts conformément aux dispositions de l'article L52-14-16 du CGCT. En effet, la loi Engagement et Proximité de décembre 2019 a supprimé la catégorie des compétences optionnelles et de ce fait, il existe aujourd'hui que deux catégories de compétences exercées par la communauté de communes, donc qui sont, pour rappel, donc les compétences obligatoires et les compétences supplémentaires, qui seront classées en 2 sous-groupes dans les statuts. Compétences pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, pour l'un, et toutes les autres compétences. Par ailleurs, au regard du dispositif de l'article, du même article, la compétence eau, qui était auparavant une compétence optionnelle, est classée dans la catégorie des compétences obligatoires. Donc, le conseil municipal doit se prononcer donc, pour modifier la rédaction des statuts, pour se conformer aux dispositions de l'article précité, et modifié par la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019, et permettre ainsi le classement des compétences en 2 catégories, obligatoires et supplémentaires, et d'effectuer le changement de catégorie de la compétence eau, qu'on intègre dedans puisqu'on modifie les statuts. De délibérer en faveur du transfert de la compétence organisation de la compétence des mobilités, dont je vous ai un peu détaillé, de la commune de La Faute-sur-Mer vers la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, donc ceci à compter du 1er janvier 2021, de laisser à la région, au Pays de la Loire, l'exécution des services réguliers de transport public. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette compétence-là, c'est un seul bloc, mais on peut choisir des compétences à la carte et de laisser des systèmes de transport qui existent déjà et qui sont déjà organisés par la région, de leur laisser comme compétence. Et c'est ce qui est choisi, c'est-à-dire, c'est ce qui est proposé là, c'est de laisser à la région tout ce qui est transport de ligne. Vous savez, le bus rouge qui passe, la ligne 550 qui passe à La Faute-sur-Mer. Donc ça restera de compétence régionale. Voilà. Par contre, tous les transports dont dispose
la Tranche-sur-Mer ou Luçon, qui sont des transports à la personne et des lignes régulières, là, ce sera de la compétence communautaire. Pour autant, oui. Sur ces deux exemples-là, les deux communes pourront conventionner avec la collectivité. Je m'explique. Comme elles étaient préexistantes, ces lignes, les maires ont levé le doigt en disant attendez, c'est nous qui avons tout mis en place, vous êtes gentils, mais vous nous dépossédez. Alors on leur a expliqué que c'était pas nous, c'était la région. Mais d'un autre côté, tout le monde trouve normal, alors on a vérifié avec les avocats, qu'ils puissent garder la main quand même sur des décisions. Donc on aura une convention, voilà, des conventions spécifiques qui permettront à la ville de Luçon et à la Tranche de continuer à avoir une action de gestion, on va dire, enfin pas de gestion, de gestion opérationnelle en fait, sur leur ligne, et ça pourra se faire sous contrat, sous convention. C'est ce que permet aussi de prendre la compétence et d'avoir un peu cette liberté de gestion et de choisir de prendre ou pas dans cette compétence qui est un peu à la carte. C'est-à-dire qu'il y a 6 thématiques, mais on peut choisir de développer en fait celle que l'on souhaite. Donc de laisser à la région, comme je disais, le transport public et les services de transport scolaire qu'elle assure actuellement sous son ressort territorial, de se prononcer en faveur du projet de nouveau statut de la communauté de communes, joint à la présente délibération, et d'autoriser de manière générale Monsieur le maire à prendre tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération que nous sommes en train de prendre. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je sais que c'est quand même une question qui est difficile. Oui. Oui, c'est très compliqué. Ouais. Enfin bon, voilà. Première question, la mise à disposition de moyens matériels, on entend par là des financements, c'est-à-dire que quand on passe ces compétences qui seront transférées, enfin qu'on conserve, il y a forcément des coûts quand il y a des organisations, est-ce que ça change le financement par la région? Est-ce que c'est toujours qu'est-ce qui finance quand on a récupéré? Est-ce que la région se décharge du financement de l'opération, par exemple? Aujourd'hui, la région ne se décharge de rien. Ouais, De rien du tout. C'est-à-dire qu'au contraire, elle dit je pourrais me décharger, mais je ne le fais pas. C'est-à-dire que ce que vient de dire Marielle, c'est que les lignes, enfin tout ce qui était de son ressort, c'est plutôt nous qui avons été à la carte en disant ça on ne prend pas, ça on prend, ça on ne prend pas. Ou plutôt ça on ne sait pas faire, donc on vous le laisse, et ça par contre on voudrait le garder. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc on a plutôt le choix, on avait le choix, c'était plutôt confortable pour nous. Donc quand on dit qu'on va les moyens humains, etc., c'est un peu comme dans une claque. C'est-à-dire que si on avait à remonter, si on avait quelque chose qu'on disait, bah non, c'est plus nous, et puis on vous refile tout à la région, là pour le coup, la région, il y aurait certainement l'équivalent d'une claque. Pour la communauté de communes, aujourd'hui, on n'a pas, on n'a aucune mobilité qu'on pourrait redonner à nous municipaux ou conseil municipal, on n'a pas. Non, parce qu'en fait c'est un sujet nouveau, la mobilité, c'est-à-dire qu'en fait le vélo jusqu'à maintenant c'était du vélo touristique. Donc la loi, la LOM, la loi d'organiser cette mobilité, c'est une nouvelle compétence dans laquelle il y avait le transport de ligne, mais qui a toujours existé et que la région garde, le transport scolaire qui vous savez était départemental qui est passé à la région et que la région garde. Ensuite dans les autres et les nouvelles mobilités, c'est-à-dire le transport à la demande, ou le cyclable dans le déplacement quotidien, ce qu'on appelle la mobilité active, ce sont de nouvelles compétences que personne ne faisait par des pays du Nord où le vélo était très développé. Mais en France, c'était vraiment pour du loisir. Maintenant, on rentre dans une mobilité qui est une mobilité active et quotidienne. Il y a de plus en plus de gens qui vont aussi se déplacer maintenant à vélo pour aller travailler. Et donc ça, ce sont de nouvelles dépenses. Et donc, il n'y a pas de commune aujourd'hui qui avait cette compétence-là. Mais c'est pour pouvoir donner la possibilité à la communauté de communes de mieux l'organiser à l'échelle du territoire et d'être au plus proche. C'est-à-dire que nous, ici, je ne sais pas, développer... Les communes, elles sont en moyenne à 8 km les unes des autres. On peut s'imaginer un déplacement à vélo, on peut s'imaginer un déplacement en voiture partagée, on peut s'imaginer en demande de transport, du transport à la demande. Par contre, imaginez faire un cheminement piéton pour que les gens aillent travailler de la Faute à Saint-Michel-en-Herbe, c'est pas envisageable. Le matin, les gens ne l'utiliseront jamais. Donc en fait, par contre, si on était une grande ville, on pourrait se dire, si on fait un pont, ça va être plus facile d'aller rejoindre la rive gauche de la ville de Nantes, et là on est sur le piéton. Donc là, c'est une nouvelle dépense que peut avoir cette commune-là. Nous, ces dépenses-là, on n'en aura pas. Donc en fait, on va l'orienter plutôt cyclable
cyclable, ou plutôt du transport à la demande qu'on est en train de mettre en place, et que la région nous aide. Et en fait, ça permet d'avoir cette facilité-là d'aménagement en fonction de nos territoires. Mais pour le moment, on n'a pas de dépenses. C'est justement ça, s'il y a un nouveau projet, quel qu'il soit, petit ou grand vélo, qui est-ce qui payera? Ça reste à la charge de la communauté de communes. Ce sera de la maîtrise d'ouvrage communautaire. Ça n'empêchera pas une commune d'avoir un projet, parce qu'ensuite, dans cette définition de la mobilité, évidemment, il y aura du ressort de l'intérêt communautaire et de l'enjeu communal. Et l'enjeu communal. Dans un plan de circulation communale, on n'est pas dans un intérêt communautaire. Nous, ici, d'aller acheter notre pain, ça ne regarde pas trop les voisins. Donc, sécuriser les gens pour aller chercher notre pain, ça sera vraiment une question de déplacement quotidien à l'échelle d'un plan communal. Par contre, que les gens puissent venir nous rejoindre jusqu'au littoral, ou que nous, on puisse aller, par exemple, visiter un site à l'intérieur du territoire, là, on est sur une échelle communautaire, donc là, il y a un intérêt intercommunal. Voilà. D'accord. Ça sera donc là, on en reste financé par la communauté de communes. Voilà. C'est ça. D'accord. Et ça ne nous empêchera pas de conduire des projets. Deuxième question, je ne vois pas trop ce que ça vient faire l'eau là-dedans, alors j'ai rien compris. Alors, c'est simplement parce qu'en fait, comme on a une modification des statuts et des compétences de la communauté commune, plutôt que de refaire une autre délibération, comme cette compétence oblige une redéfinition des compétences, en fait, elles ont été globalisées dans la même délibération. Il n'y a aucun rapport en fait. Il n'y a aucun Parce rapport. qu'on profite de cette modification pour passer la flotte, l'eau. D'accord. Mais du coup, ça va faire transférer notre truc d'assainissement à la Non, c'est juste, tu sais, quand on dit compétences obligatoires, voilà, c'est juste dans ce chapitre-là, quand on fait une modification de statut, on en profite pour modifier, pour intégrer l'eau aussi. Donc, il y a un petit chapitre là où la compétence organisation de la commune de la Faute-sur-Mer vers la commune, c'est-à-dire que chaque commune de la communauté de communes vote. Délibère là avant le 1er juillet. Et celles qui ne le sur les textes qui sont semblables de toutes les communes. Voilà. Sur les mêmes. Ouais, Sur sur les les mêmes mêmes. textes. Ouais, ce sont les mêmes. Merci. Et celles qui n'auront pas délibéré, ça sera considéré comme un avis favorable. On n'attend pas. Ouais. Moi, je trouve que c'est un sujet absolument passionnant et surtout un modèle. Premièrement, on parle enfin de mobilité, qui n'était pas quand même une valeur, une attention des sociétés, des groupes, des communes, ou des populations. Deuxièmement, en vous écoutant et en lisant et puis en réfléchissant, à l'évidence, c'est un problème de rapport de force des différentes entités administratives et politiques, bien sûr. Globalement, dans ce pays, l'État, tout puissant, jacobin, tout ce qu'on voudra, a plutôt tendance à contribuer à ce qu'on appelle méchamment la désertification des communes et du monde rural. À ce moment-là, les régions, qui après tout, les régions administratives, qui n'ont que 30 ou 40 ans d'âge, sont en train de monter en puissance. Et elles cherchent à être en concurrence avec l'État. Et on connaît plein d'exemples où les projets se percutent et les hommes se percutent. Entre l'État national et l'État régional, si je peux dire, on voit bien des oppositions. Et ce qui est intéressant dans le modèle de la mobilité, c'est qu'on est en train de redescendre vers des politiques de proximité, profitant du jeu de l'État qui se désengage du monde rural, les régions qui essayent d'exister et d'augmenter leur périmètre, leurs compétences, et la communauté de communes. Alors il y a probablement d'autres exemples que la mobilité, et d'autres exemples que suivant les littorales, mais que cette communauté avec 44 communes et 1000 lapins sur la mobilité, je trouve que c'est un modèle à expliquer pour dire que, bien sûr qu'il faut se battre pour que les politiques de proximité non seulement existent, mais se développent. Et que le faire avec un sujet comme celui-là, peut-être il y a des gens qui y ont beaucoup travaillé, mais l'enjeu il est là. Et que les 44 maires, on va voir, j'espère qu'ils vont suivre, si je comprends, ils ont 2 mois pour voter, prennent ça, se rendent compte que c'est un exemple remarquable non pas de retour à la proximité, mais de développement des politiques de proximité. Et
ça. Je vais relativiser un peu ce que tu dis quand même, parce que d'abord c'est vrai, ce constat, il est vrai, mais il faut le relativiser dans la dimension régionale quand même. Parce qu'on est la dernière des collectivités à l'échelle de la communauté de communes à avoir pris la compétence. C'est-à-dire que tous nos petits copains tout autour, ils l'ont prise déjà. Il n'y avait que l'agglo de Montaigu et l'agglo de Saint-Gilles qui étaient un peu en retard, et on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, c'est Jacqueline Gouraud qui de son bureau a téléphoné à Antoine Chéreau pour qu'il décide justement d'activer parce qu'il allait passer la date. Mais sinon, tous les autres s'étaient déjà engagés. Et c'est plutôt le sud Vendée littoral qui n'a pas cette sensibilité, qui est plutôt un monde un peu agricole, on n'est pas un modèle. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on s'aligne sur ce qui nous semblait, nous, être d'un intérêt public, d'un intérêt à l'habitant, d'une importance capitale, même pour l'économie. Et ça ne s'est pas fait sans quasiment. Hein. Donc le modèle, c'était plutôt les autres. Et nous, il a fallu qu'on court après des voies pour que ça passe bien. Alors, une fois que c'est bien vendu, c'est bien exposé, que les gens comprennent, ils s'approprient, et je crois qu'on l'a passé je crois que c'est à l'unanimité. Mais avant ça, je peux t'assurer que mon bureau communautaire, on n'était pas modèle hein, du tout. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien que le travail de petite souris à vraiment faire des dossiers bien expliqués, très pédagogiques, qui permettent de faire comprendre à des élus leur intérêt, eux, à prendre une décision, parce que l'élu, il n'est pas toujours très courageux. Souvent, l'élu, il dit, communautaire, il dit « Ah, mais moi, il me faut des chiffres supplémentaires parce que sinon, je ne peux pas décider. » Autrement dit, j'ai pas trop de courage et j'attends plus tard pour relever la main parce qu'on vient me demander mon avis. Et par contre, si on ne lui donne pas son avis, il est très paradoxal, l'élu communautaire. Et j'ai beaucoup de respect pour les élus communautaires. Et je vois bien comment ça se passe. Hein, quand on pose des questions aux techniciens, c'est souvent parce qu'on ne sait pas. Et on se dit, est-ce que je ne fais pas une bêtise? Et c'est pour ça que le travail de Marielle, j'insiste, hein, je ne fais pas de la flagornerie ou je ne flatte pas là, mais le travail de Marielle a été si sophistiqué, si ciselé, et surtout après si pédagogique, que n'importe qui pouvait s'approprier ce qu'elle avait dit et aller le vendre à son conseil municipal. C'est ça qui est important. Et chacun sait, à ce moment-là, je sais que je prends une bonne décision. Et ça, c'est important. Et c'est ce qui manque beaucoup dans les collectivités, c'est-à-dire d'avoir des exposés qui soient suffisamment transverses pour qu'une fois qu'on rentre chez nous, dans nos communes, on puisse évangéliser ce qu'on a entendu de façon facile et acceptable et en étant motivé. Parce que je vous assure qu'il y a des présentations techniques qui sont des réponses à des commandes techniques et qui sont d'un chiant pas possible. Et ce qui fait que quand le maire il rentre dans sa commune, il a même pas envie d'en parler. Capable de répéter. Et voilà, c'est pour ça que là je félicite Marielle sur ce sujet-là, mais en tous les cas, pour répondre à ce que tu dis, nous n'étions pas les bons élèves. Nous n'étions pas des modèles. Par contre, on avait nos petits copains tout autour qui, eux, étaient en arrière. Alors c'est fou d'ailleurs, parce qu'eux, on a presque. C'est moins essentiel pour certains, et eux ont tout de suite compris l'intérêt. Tout de suite. Mais c'est surtout ce que je veux dire, c'est un modèle en termes de compétences de proximité. Ah oui, ça oui. Voilà, c'est ah ça. Oui. C'est ça qui fait. Et qu'on a besoin de comprendre, on a besoin d'adhérer à cette idée, je crois. En tous les cas, c'est une position qu'il faut exprimer, la compétence de proximité. Tout à fait. Vous connaissez mon amour de la bicyclette, en effet, mais, et puis je vais relativiser quand même ce que dit Laurent, parce que dans ce volet mobilité, on a évidemment la mobilité active, hein, sur laquelle je travaille, mais on a aussi la mobilité sociale, d'insertion. Et cette mobilité, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne trouvent pas de travail parce qu'ils n'ont pas moyen de se déplacer. Donc de prendre la mobilité, c'est aussi permettre à ces gens-là, on voit le succès du transport solidaire, et le fait de prendre cette compétence, c'est aussi de nous permettre d'avoir ce transport à la demande, qui est aussi bien pour les personnes âgées que les personnes à mobilité réduite, mais que de jeunes qui voudraient se déplacer. Et cette mobilité en fait sociale et d'insertion qui permet, et on a d'autres services qui travaillent dessus, d'aide à l'acquisition ou à la location d'un scooter, d'une voiture pour pouvoir se rendre au travail. Donc on est vraiment ici, non pas sur le volet tourisme, on se fait plaisir, on est vraiment sur une mobilité qui nous permet aussi de vivre sur nos territoires. Et donc quand j'entends cette proximité, c'est vraiment ce volet-là d'être au plus près en fait des habitants et du monde
constat auprès des territoires comme le nôtre, où on n'a pas vraiment de grandes villes, mais justement, on a vraiment de petites communes qui ne sont pas vraiment éloignées. Si on regarde, je crois que c'est plus de 23 communes sur l'ensemble qui sont à moins de 8 km. Se déplacer à vélo ou à vélo assistance électrique ou en scooter, c'est très facile. On n'a pas de relief, on n'a pas... Donc, cette facilité, cette vie dans le travail aussi sur le territoire. On finance même à la communauté de communes là, des ateliers qui réparent des vélos, des scooters, pour que des gens qui n'ont pas les moyens puissent aller au travail. C'est pour ça que c'est très important et qu'il faut... c'est étonnant des fois de voir qu'il faut se battre pour faire passer des choses aussi... alors on parle de proximité évidemment, mais utiles. Aussi utiles à la population. Voilà, donc mais ça c'est fait, et si vous l'avez accepté ou pas là? Non, on n'a pas encore. Si vous n'êtes pas convaincu, si vous avez un avis favorable, c'est vrai que ce sera embêtant. Et voilà, vous faites ce que vous voulez, mais donner un avis favorable, c'est être utile. Là, pour le coup. Être utile, c'est une décision utile. Donc, on va passer au vote. Qui est favorable? Ouais, ça serait compliqué. Merci beaucoup. C'est le boulot. Mais c'est bien, c'est vraiment utile. Voilà. Maintenant, je vais passer aux questions du public, pour le public, parce que je vais fermer le conseil municipal dans sa forme conseil municipal, en vous remerciant de votre assiduité. Et puis, je vais donner la parole au public, qui en fait est la presse aujourd'hui. On sera toujours aussi nombreux. Ouais. C'est une petite question qui actualise une question que j'avais posée la dernière fois concernant la vie associative. Donc, dans le cadre de la libéralisation un petit peu des mesures sanitaires, quand la vie associative pourra-t-elle reprendre dans les salles communales? Tu m'avais répondu une fois à l'étape du 9 juin. Est-ce que c'est toujours ça ou est-ce que ça c'est encore un peu? Non, là maintenant, elles peuvent se réunir déjà, à condition de respecter la jauge des salles communales qui doit être 50% pour le 35 aussi. Ah bon, vous voyez, je suis pas 35%. 35%. Les 35% par rapport à quoi, c'est ça? À la jauge maximale. Par rapport à l'ERP, à la quantité de personnes. On a eu à 300, 35%. Ça fait 100. On peut accueillir 100 personnes. 100 personnes. Mais assis. Ouais. Donc on peut recommencer. D'accord. Et une autre petite question, justement, qui fait suite à une question de Patrick tout à l'heure, auquel tu as répondu que donc, dans l'espace de coworking, il ne pourrait plus y avoir de réunion des associations. Ouais. Et quand il sera, c'est pas encore actuel, mais ça va le devenir. Ça le devient. Donc, si on est subventionné. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il y a comme solution de remplacement pour ces associations? Il y avait, de mémoire, il y a trois associations qui se partent. Non, deux associations qui se partent. Il y en a plus qu'une? Plus qu'une. Je crois qu'on avait toujours le... Non, parce qu'en fait, maintenant, Claude vous dit les fêtes est parti là-bas, qu'en dessous, à la salle du port, il y a Alpha est parti à la salle du port, donc aujourd'hui, il n'y a plus que Nicolas Chéri d'évêque. Ok. Ces associations, elles récupéreront la possibilité soit des locaux qui sont ici, et surtout la salle du port, qui aujourd'hui est peu utilisée. Ouais, l'inconvénient de la salle du port, c'est son éloignement. C'est quand même un club où il y a beaucoup de personnes âgées qui ont pas une mobilité extrême, on peut dire. Donc une situation en centre-ville comme ça était idéale. La maison du port l'est beaucoup moins. Donc ce qui reste à craindre, c'est... La pavillon des Lunes, c'est pas sympa pour une association comme ça. Il faut qu'on réfléchisse à... Alors, non, ce qu'on avait dans le temps, qui était bien, qui nous convenait, c'était le foyer des jeunes. C'est ce que je venais de te dire. Non, mais le problème, c'est avec la gendarmerie saisonnière, on se fait virer pendant 2 mois. Quoi. Ah non? Ah bah si. C'est comme ça. Si, parce que... C'est comme ça depuis 2 ou 3 ans. Et, dans le temps, la cohabitation se passait très bien. Et depuis 2 ou 3 ans, ils ont considéré que ça devait être une association de dangereux terroristes. Donc ils ont carrément interdit d'être présents. Ce que je te propose, c'est bien d'en parler comme ça, mais on a suffisamment de bonnes relations avec eux pour essayer de négocier et voir si on ne peut pas faire une exception pour... Pendant des années, la cohabitation s'est très bien passée.
Les gendarmes, ils travaillent. parce que Ils sortaient par la porte de la salle, mais bon, ils nous regardaient jouer pendant une minute ou deux. On prend rendez-vous avec. Et il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus. Donc, Padré. à partir de ce moment-là, on nous a dit. En fait, depuis 3 ans, tu as raison, ils ont considéré qu'en fait, pendant la saison estivale, l'intérieur de la zone interne, en fait, de la gendarmerie, était une zone militaire. Interdit d'accès. Mais il y a pourtant 2 portails, il y a 2 accès, donc il n'y a pas une possibilité de Oui, mais c'est permettre l'espace. l'accès. C'est vraiment le matériel, les véhicules sont stockés à l'intérieur, ils sont stockés dans la zone militaire, au sens juridique du terme, donc ils nous ont dit que personne ne pouvait y avoir accès. C'est à ce moment-là qu'on a trouvé une solution, et puis c'est comme ça. Mais là, les Parce que deux, je ne trouve pas que ce soit vraiment mieux de faire monter Je suis bien d'accord avec vous. 25 marches à des personnes âgées. Non. Surtout quand le stade a. Mais c'est normal. Non, je te dis, ce local du foyer des jeunes nous convenait pas. La grande salle qui est à côté. Un peu compliqué à chauffer, mais bon. Je te promets, je vais téléphoner à Padre, le lieutenant Padre, pour voir, téléphoner puis le recevoir, puis pour voir comment. Bon, de toute façon, je pense que pour cet été, l'espace de coworking ne sera pas en Voilà. Donc, pour l'instant, on n'a pas le problème, on reste là-haut. Et à voir pour les années suivantes. Ah, si c'est que pour l'été, en fait, alors là, par contre, c'est facile, parce que l'école, on a l'école, on peut très bien, et là c'est central, vous pouvez très bien prendre une classe de l'école ou un truc comme ça, voilà, sans problème, et c'est peut-être bien mieux d'ailleurs à l'école, et puis l'hiver reprendre en attendant là-haut. Ah non, mais là-haut, tant que l'espace de coworking n'est pas mis en place, nous là-haut on est très bien. C'est à partir du moment où l'espace de coworking nous interdira d'y aller. Mais d'ici là, il y aura encore tous les doses. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais d'ici là il y aura d'autres solutions. On aurait étudié la mobilité. Ah bon.